Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 49. Nous sommes le jeudi 2 février 2017 et de 17h à 18h, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus, tout simplement pendant ce Demande à Cédric. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous rendre sur mon site internet formation informatique avec cédric.fr. Vous trouverez le lien sous cette vidéo dans la description et à partir de là, une fois que vous arriverez sur le site, vous arriverez sur la page d'accueil qui ressemble à ça aujourd'hui mais qui ressemblera bientôt à autre chose puisque je vais refaire en grande partie le site internet pour ne pas dire tout le site internet. Et à partir de là, vous trouverez un bandeau bleu pour vous inscrire. Vous pourrez mettre votre prénom, votre adresse email, cliquez sur oui, je veux m'inscrire et vous rejoindrez 4450 personnes qui se sont déjà inscrites pour avoir toutes les vidéos gratuites que je leur offre sur les cours thématiques sur Gmail, sur cours thématiques sur Picasa. Il y a beaucoup de vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, cela étant dit, vous retrouverez à la fin de ce Demande à Cédric dans à peu près une heure, vous retrouverez les liens pour vous inscrire ou pour aller directement sur le site, je viens de le dire. Allez, on va pouvoir démarrer, je vais reprendre de zéro, il est 17h01, on est donc parti. Alors, Sacha, bonjour et bienvenue parmi nous. Sacha, Ariane, bienvenue. Colette, bonsoir et bienvenue. Marcel, bienvenue parmi nous. Morissette, bienvenue. Tania, bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci, vous êtes formidables. Hier soir, j'ai réussi à enregistrer des photos qui se trouvaient dans un diaporama en utilisant la touche imprime écran de Paint. On va revenir un petit peu là-dessus, Tania. J'ai téléchargé des diaporamas et je vais vous montrer un petit peu en pratique les différentes techniques que vous allez pouvoir faire. Je vous avais parlé du logiciel Impress qui est fourni avec LibreOffice et on va regarder si on peut ouvrir les diaporamas pour enregistrer les photos et ce genre de choses. Ensuite, Marc, bonjour Marc, bienvenue parmi nous. Philibert, bienvenue. J'espère que vous êtes venu avec votre humour, Philibert, ce soir. Je ne dois pas vous quitter. Morissette, bonjour Cédric, comment supprimer les doublons de CCleaner au cas où Sidobre oublierait sa question? Donc ça, c'est une question qui a été posée sur le forum, on va aussi y revenir. J'ai enregistré la capture d'écran de Sidobre, donc ça c'est dans les choses qui sont prévues. Louis-Paul, bienvenue à toi, merci pour l'envoi des index que j'ai intégrés, je vous en parlerai là tout de suite après. Et merci d'être avec nous. Au passage, comme je l'ai dit à Louis-Paul, mais je vais en profiter pour le dire à tout le monde, j'ai eu des nouvelles d'Alexandra, elle va bien, pas de soucis, c'est juste qu'elle fait une petite pause informatique. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ne pas la voir, si je puis dire, mais voilà, bon, l'important c'est qu'elle aille bien, qu'elle prenne le temps de se reposer tranquillement. Voilà, Alexandra, si tu regardes la retransmission 1 de ces 4, tout le monde est derrière toi, on te fait des gros bisous et on te dit à très bientôt, reviens quand tu veux évidemment. Sou, bonjour Cédric, bonjour à toutes, l'heure du rendez-vous est enfin arrivée, tout à fait Sou, nous serons là ensemble pendant une heure. Colette, rebonsoir, où se trouve la touche impré-écran? Merci. Je vais commencer les questions. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Enfin, quoi que je vais répondre à celle-là puisque c'est la plus simple. Alors, où se trouve la touche impré-écran? Je vais essayer de vous trouver une photo sur Internet pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Il est possible que vous ne l'ayez pas forcément si vous avez un ordinateur portable. Clavier, PC... On va voir si dans les images, on va trouver quelque chose qui soit suffisamment grand. Outil de recherche, taille supérieure à 2000. On va bien trouver quelque chose. Voilà. On va pouvoir afficher 4000, oui, en théorie. Alors, voilà. Oh là, je sais. Oui, où est-il? Il est là. Oh là là. Ah oui, Alors, la touche imprime écran. Est-ce que je peux réduire un petit peu ou pas? Non, c'est soit grand, soit petit. Donc, la touche imprime écran, vous voyez là... Vous avez les touches de fonction, ça c'est un clavier on va dire classique AZERTY et sur ce clavier la touche imprime écran se trouve ici. Donc c'est souvent dans cette zone là vous avez les flèches qui se trouvent là, qui vous permettent d'aller à gauche, en haut, en bas, à droite et au-dessus vous avez une sorte de pavé avec 9 touches. Des fois il est séparé, moi sur le mien il y a 6 et 3, donc ces 6 là sont un tout petit peu plus descendus, et vous voyez la touche impré-écran se trouve ici.
Donc vous pouvez la presser, ça va vous faire une impression d'écran que vous ne verrez pas. C'est-à-dire là, si par exemple je fais une touche impression d'écran et que j'ouvre Paint, vous voyez, on n'a pas vu que ça s'enregistrait, mais ça s'est enregistré dans le presse-papier. Alors, voilà, Paint, voilà. Et là, lorsque je viens de lancer Paint, eh bien, lorsque je fais un CTRL-V, on voit que ça a collé en fait dans Paint ma fenêtre. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire une capture d'écran. Là, j'ai moi appuyé sur la touche Alt qui se trouve à gauche de votre clavier et qui permet de faire une capture d'écran, mais simplement de la fenêtre active, parce que j'ai 3 écrans, et si je fais imprime écran, eh bien il va me faire un imprime écran de tous mes 3 écrans. Donc c'est pas l'objectif, donc j'ai juste capturé la fenêtre active en appuyant sur la touche Alt. Mais la touche imprime écran se trouve dans cette zone géographique. Si vous avez un portable, ça peut être un petit peu différent, et il est possible que sur certains portables, cette touche ne soit pas disponible, ou alors qu'il faille que vous appuyez sur la touche FN pour accéder à la touche imprime écran. Donc vous essayez de localiser cette touche qui s'appelle impré-écran, puisque c'est le raccourci d'imprime écran, et en théorie vous devriez bien la trouver facilement. Voilà, ça c'était pour la réponse rapide. La touche se trouve en haut du clavier à droite de la touche F12. Merci Louis-Paul. C'est sympa en fait que tout le monde réponde. Je vais essayer de répondre aux questions. C'est sympa de vouloir essayer, mais autant que ce soit moi qui réponde, parce qu'après le fait de répondre aux questions des autres, ça mélange un peu, c'est un peu compliqué. Donc si vous voyez que j'ai pas réussi à donner la réponse, n'hésitez pas à participer. Mais voilà, si vous voyez que je vais m'en sortir, n'hésitez pas à ne pas le rajouter dans la fenêtre du chat. Merci Louis-Paul en tout cas pour la précision. Donc du coup je vais revenir un petit peu en haut pour éviter de faire trop d'allers-retours. Je vais reprendre donc les questions qui sont là. Je vais en profiter pour vous parler de ça. Donc la question qui est ici. Alors je vais repartager mon écran puisque je vais vous parler. Alors plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai mis à jour l'index. Alors, qu'est-ce que ça veut dire j'ai mis à jour l'index? Ça veut dire que lorsque vous êtes sur le site formation informatique avec Cédric.fr et que vous êtes dans votre espace membre, pour les personnes qui ne le savaient pas, il y a un index qui a été créé en communion avec Alexandra, Louis-Paul et moi, bien évidemment à l'initiative de Louis-Paul qui avait commencé à référencer un grand nombre de choses, puis Alexandra a pris pas la relève, mais elle a fait un complément en fait de ce qu'avait commencé Louis-Paul, et au final on a réussi tous les trois à réunir ça au sein d'une page sur le site internet qui permet d'avoir un outil extrêmement puissant pour faire des recherches, parce qu'aujourd'hui le site, depuis les 5 ans que j'ai commencé, il y a beaucoup de vidéos. Je regardais un petit peu l'autre jour, on est aux demandes à Cédric numéro 48. Je vais remettre un petit peu ma bouille, même si je suis fatigué. On est aux demandes à Cédric numéro 49 peut-être même, oui, plus les 30 demandes à Cédric quotidien. Bref, ça a fait beaucoup, ça fait 80 heures, plus de 80 heures en fait de questions-réponses, et donc voilà, c'était un petit peu compliqué de trouver les infos sur le site et dans les demandes à Cédric, même s'il y avait les index, c'était compliqué de rentrer. Donc, grâce à Louis-Paul, grâce à Alexandra et grâce à la réunion de nos différentes compétences, nous avons réussi à créer cet index qui est vraiment fantastique. Donc il se trouve dans la rubrique d'aide. Lorsque vous êtes dans votre espace membre, vous avez l'index du site qui est ici, donc vous cliquez dessus et vous allez arriver ici. Donc quand je dis que je l'ai mis à jour, ça veut juste dire que j'ai mis à jour le tableau qui se trouve ici, mais toute l'indexation, c'est-à-dire tout le travail un petit peu, on va dire, pénible, de référencer toutes les choses qui ont été listées sur le forum, de lister toutes les formations qui ont été faites, et surtout le plus gros travail de lister toutes les questions des demandes à Cédric, tout ce travail qui est fait par Louis-Paul et Alexandra, je n'ai fait que le mettre à jour sur le tableau. Donc le tableau, avant il y avait 2100 quelque chose questions, et là on a rajouté 150 questions ce mois-ci entre la fin janvier et maintenant. Donc j'ai rajouté ici en haut dernière mise à jour de l'index, donc vous saurez quand est-ce qu'il a été mis à jour pour la dernière fois, et le nombre de questions qui ont été posées. Donc à partir de là, vous avez le champ de recherche qui se trouve ici, et vous allez pouvoir indiquer des mots-clés
Si par exemple vous voulez savoir pour les captures d'écran par exemple, vous commencez à taper les choses et ça va réduire le nombre de possibilités. Donc là je tape capture, il reste 15 résultats sur 2254. Donc ça vous permet ici bien, de regarder les différentes choses qui ont été faites, donc les captures d'écran qui sont ici. Donc quand sur la gauche il y a marqué forum membre plus, ça veut dire qu'il faut être membre plus pour pouvoir y accéder. Et après ici quand il y a marqué DAC et DAC, DACQ, qui étaient donc les demandes à Cédric quotidien, et bien là vous pouvez y accéder en cliquant simplement ici et vous arriverez directement sur la bonne partie de la vidéo, sur le bon demande à Cédric au bon endroit, et ce grâce à Alexandra qui fait un travail de fourmi pour indexer tout ça. Voilà, donc grâce à ça, si vous avez une question par exemple sur une capture d'écran, vous vous dites mais comment on fait une capture d'écran, là vous allez trouver un grand nombre de choses et vous pourrez trouver par exemple ici 4 techniques pour faire une capture d'écran. Il vous suffit simplement de cliquer là et vous arrivez directement au bon endroit. En théorie, directement au bon endroit sur le site. Voilà, 4 techniques pour faire une capture d'écran. Vous n'avez plus qu'à regarder la vidéo. Donc c'est vraiment, si vous ne l'utilisez pas encore aujourd'hui, l'index du site, c'est vraiment quelque chose de fantastique. J'ai fait une vidéo qui vous explique comment on s'en sert. Ici, bien utiliser l'index du site. Donc n'hésitez pas à le re-regarder et à utiliser les champs de recherche pour trouver l'information dont vous avez besoin et qui a certainement été déjà traité. Comme vous êtes membre plus en théorie puisque vous regardez cette vidéo, et si vous regardez la retransmission, sachez que par exemple quand ici il y a marqué forum membre plus et que vous souhaitez accéder à quelque chose, par exemple détourer une image, vous voulez savoir ce qui a été dit sur détourer une image, vous cliquez ici et là il faut que vous puissiez vous authentifier. Donc si vous êtes membre plus, vous êtes authentifié parce que vous avez le droit. Si vous n'êtes pas membre plus, c'est inutile d'essayer de vous enregistrer. Seuls les membres plus ont l'accès à la communauté FIAC. Donc toutes les réponses où il est indiqué forum membre plus, soit vous passez membre plus pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations là, soit vous n'y aurez pas accès. Mais je vous rassure, même s'il y a beaucoup de choses qui ont l'air de venir du forum membre plus, il y a surtout beaucoup de choses qui sont disponibles dans les demandes à Cédric puisque ça représente 80 heures de questions-réponses. Voilà, donc ça l'index c'est vraiment quelque chose d'important. Je l'ai donc mis à jour aujourd'hui, ça a été un petit peu contraignant parce que voilà, c'est des manipulations un petit peu pénibles. Maintenant je pense que je suis rodé avec le processus et que j'irai plus rapidement pour les fois prochaines. Mais voilà, là je n'étais pas à la maison, donc c'était compliqué de tout rassembler, mais maintenant c'est chose faite et donc il a été mis à jour aujourd'hui. Pour les mini-cours, on va voir si j'ai le temps de vous en parler à la fin de ce demande à Cédric, sinon on attendra demain. On va voir, donc pour les diaporamas, j'ai récupéré donc 2 diaporamas, il y a 2 types de diaporamas qui sont ici, et on va voir un petit peu les solutions qui sont possibles. Donc là, je vais faire un clic droit pour voir quelle est l'extension de ce fichier. Là, il s'agit d'un fichier PPS, donc en théorie Microsoft PowerPoint Slideshow. Donc si je double-clique dessus, on va voir si ça fonctionne, il devrait me lancer la visionneuse PowerPoint et me lancer automatiquement le PowerPoint, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, là, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur Internet. Voilà. Là, le fait de le lancer comme ceci, ça ne me permet pas d'éditer les captures d'écran. Donc là, je vais essayer de lancer Impress, donc le logiciel qui est fourni avec LibreOffice, pour voir si je peux ouvrir ce fichier PPS, parce que je vous avoue honnêtement que je n'en sais rien. Donc là, je vais cliquer sur annuler. Non, il aurait peut-être fallu que je fasse suivant. On recommence. Alors, Impress. Voilà, je crois que c'est ce logiciel-là qui permet de faire des... Voilà, et à partir de là, donc je vais essayer d'ouvrir le fichier PPS pour voir s'il est d'accord pour l'ouvrir. Donc je clique sur fichier, je clique sur ouvrir, je vais cliquer sur mon bureau, il va y avoir beaucoup de choses en théorie, voilà. Est-ce que je peux réduire les fichiers PPS pour que ce soit plus simple? Non, d'accord. Alors on va regarder le nom du fichier avant, puisqu'il y a beaucoup de choses sur mon bureau. Le fichier s'appelle Eben. Alors, fichier, ouvrir... bureau, alors EB, voilà, Eben. Donc là j'ai sélectionné le fichier, je vais cliquer sur ouvrir
Et là, il me dit erreur de lecture, les présentations Microsoft PowerPoint protégées par mot de passe ne peuvent pas être chargées. Donc là, c'est ce que je vous expliquais hier en fait, c'est que vous ayez Microsoft PowerPoint, d'ailleurs on peut essayer avec PowerPoint, ça ne fonctionnera pas, puisque je l'ai installé, on va quand même essayer. Ouvrir, je vais à nouveau me rendre ici. Donc que ce soit avec le logiciel Impress ou avec PowerPoint, voilà, ici il me demande le mot de passe, c'est-à-dire que la personne qui a créé ce PowerPoint a mis un mot de passe pour ne pas que je puisse récupérer ces images. Donc les techniques que je vous enseigne ici, sachez que vous n'avez pas le droit en théorie de les utiliser, puisque toutes les images qui sont là répondent à des droits d'auteur. Cela dit, voilà, si vous voulez vous mettre un fond d'écran avec des choses que vous avez récupérées ici sur un PowerPoint, eh bien rien ne vous empêche de le faire. Donc comment vous faites ? Eh bien soit vous utilisez le logiciel PowerPoint Image Extractor dont j'ai parlé hier, je ne vais pas revenir forcément là-dessus. Ou alors, eh bien, vous avez la possibilité de faire une capture d'écran. Donc, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez lancé ce logiciel, ce PowerPoint, pardon. Ici, j'ai ma capture d'écran. Si j'appuie sur la barre d'espace, ça m'emmène à la capture suivante. Et si j'appuie sur la touche Backspace, ça m'emmène à l'image précédente. Voilà. Donc là, je suis revenu à la première. Et là, donc, je peux faire imprime écran, comme je l'avais indiqué. À partir de là, je vais pouvoir appuyer sur la touche Windows, taper Paint pour faire apparaître Paint, j'appuie sur la touche Entrée et je vais pouvoir faire CTRL-V. Et là, eh bien, je me retrouve avec mon image que je vais pouvoir enregistrée et qui est bien donc l'image que je vois sur mon écran dans mon PowerPoint. Alors je vous avoue que c'est un petit peu fastidieux parce que si ce PowerPoint il y a 50 choses, eh bien voilà, il va falloir faire 50 allers-retours. Donc je vous conseille dans un premier temps d'essayer d'utiliser le logiciel PowerPoint Image Extractor tout simplement pour vérifier si ça fonctionne. Ensuite vous avez d'autres types de fichiers PowerPoint comme celui-ci que j'ai récupéré un petit peu par hasard qui est un fichier PPT. Là celui-ci, est-ce que c'était un fichier PPS? Voilà, PPS. Donc PPS, PPT, ce sont deux extensions de PowerPoint. Apparemment, le PPS veut dire slider et donc pas la possibilité de modifier. Et le PPT, lui, on va en théorie être en mesure de le modifier. Donc je vais reprendre mes manipulations de tout à l'heure. Je rouvre Impress. Je vais d'abord regarder le nom. Ça s'appelle Diapo Mariage. Je l'ai récupéré sur Internet, pareil. Donc là, je fais ouvrir. Je vais chercher Diapo Mariage qui est ici, je clique sur ouvrir et là, le fait qu'il ne soit pas protégé, en théorie, il devrait me l'ouvrir. Voilà, il est en train d'enregistrer les choses et puis si je clique ici, vous voyez, on a les différentes choses qui se trouvent ici. Ça, c'est un PowerPoint que j'ai trouvé sur Internet. Bon, je ne vais pas squatter les images parce que je ne voudrais pas avoir des soucis avec les droits d'auteur, mais en théorie, à partir de ce moment-là, je pense que vous avez la possibilité d'enregistrer l'image. Je ne sais pas trop comment. Fichier... peut-être enregistrer sous. Est-ce que j'ai un format d'image qui m'est proposé? Pas vraiment. Donc, je dois avoir une fonction d'export, peut-être fichier exporter. Exporter, voilà. Et là, je peux exporter soit en document PDF, soit en EPS, soit en GIF. Donc, je dois avoir des formats comme le PNG, comme le JPEG, peut-être. Bon, en tout cas, je dois pouvoir exporter en PNG. Donc, je clique sur PNG. Je clique sur le bureau. Je clique sur enregistrer. On va laisser cette taille-là par défaut. OK. Et là, je ne sais pas s'il a tout exporté ou s'il a juste exporté la diapositive sur laquelle j'étais. Là, il a juste exporté voilà, la diapositive sur laquelle je me trouvais. Donc, vous avez la possibilité d'extraire comme ça les diapositives qui le permettent. Donc, entre un fichier PPT et un fichier PPS, je me demande si c'est ça la vraie différence, mais vous avez la possibilité, grâce à Impress, si le fichier le permet, de l'ouvrir pour exporter vos diaporamas. Voilà, ça vous donne une solution supplémentaire. Qui vous permet d'exporter vos photos ou de faire des captures d'écran des diaporamas. Donc, soit vous avez PowerPoint Image Extractor, soit vous avez la possibilité de l'ouvrir dans Impress de LibreOffice qui est gratuit, soit vous pouvez faire des captures d'écran avec Alt, imprime écran et en le collant dans Paint ou dans GIMP, ça marche aussi. Voilà Tania, en théorie, on a fait le tour. Apparemment, vous aviez déjà réussi à le faire, mais bon voilà, ça vous permet d'apporter un complément par rapport à ça.
Ça me permet moi d'apporter un complément pour que vous puissiez voir les manipulations. C'est vrai que je suis allé un petit peu vite parce que je voulais pas non plus prendre toute la session à faire ça, mais vous pourrez regarder tranquillement la retransmission et voir les manipulations, quitte à faire des pauses, quitte à mettre la vidéo en vitesse moins rapide, quitte à prendre des notes. Bref, vous connaissez les différentes techniques qui s'offrent à vous désormais pour pouvoir voir mes vidéos dans les meilleures conditions. Allez, je vais continuer. Morissette qui nous dit comment supprimer les doublons dans CCleaner, au cas où Sidobre poserait sa question. Alors, de quoi s'agit-il dans CCleaner? J'ai regardé tout à l'heure pour voir à quoi ça correspondait et voir si on allait pouvoir faire ça. Vous avez dans la partie de gauche une section qui s'appelle Outils et à partir de là, vous avez la possibilité de rechercher des fichiers en double. À partir de là, vous choisissez le disque dur sur lequel vous souhaitez faire les recherches et une fois que vous avez terminé, eh bien, vous allez cliquer sur rechercher qui se trouve ici et il va vous faire apparaître une certaine liste, un certain nombre de choses, de doublons qui peuvent se trouver sur votre ordinateur. Alors, je vais lancer la liste que m'avait envoyée Sidobre qui se trouve ici. Parce qu'il a différentes choses. Alors, ce que je dois vous dire avant qu'on commence tout ça, est-ce que c'est pertinent de faire ça? On va dire, la réponse théorique, c'est oui. La réponse pratique, c'est non. C'est assez étrange, mais je vais vous expliquer pourquoi. En pratique, c'est bien de ne pas avoir des doublons sur son ordinateur. Je ne sais plus quel logiciel, je sais qu'il y a des gens qui avec le temps ont des doublons de photos et auquel cas voilà, c'est peut-être bien de pouvoir rechercher ces doublons de photos pour pas en avoir en double, mais là je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent de le faire avec CCleaner parce que comme vous pouvez voir, là est-ce que c'est, oui ça c'est la capture de Sidobre, mais je vais repasser sur mon CCleaner à moi, non c'était mon CCleaner raté. C'est pas grave, je vais le relancer. Donc tout ça pour vous dire que voilà, moi j'ai des fichiers en double comme vous avez pu le voir. Recherche des doubles, rechercher. Donc j'ai des fichiers en double, voilà, qui se trouvent dans différents dossiers. On regarde la taille des fichiers, c'est pas des fichiers qui sont tout petits non plus. Il y a 6 mégas, il y a 6 mégas, il y a 1 méga, etc. Et au final, tous ces mégas qui vont être accumulés, ça peut représenter un certain nombre de choses. Cela dit, si on regarde l'état de mon disque dur, on s'aperçoit que j'ai encore de la place et que c'est pas forcément les doublons, le fait de nettoyer les doublons qui va me faire gagner de la place. Et au-delà de me faire gagner de la place, je vais perdre un temps précieux à regarder tous les doublons, savoir est-ce que... parce que là, l'idée c'est de comparer. Hein. Vous n'allez pas pouvoir faire une sélection automatique et dire je veux supprimer les doublons. Surtout dans ce cas-là. Puisqu'il y a des fichiers système, il y a des fichiers DLL, etc. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi et les supprimer n'importe comment. Donc, vous pouvez passer du temps à effacer les doublons. Par exemple, là, sur la capture de Sidobre du forum, lui, il a différentes choses. Par exemple, ici, il y a 2 fichiers PDF qui font 2 mégas chacun. Il y en a un qui se trouve dans Programme File HP Documentation et l'autre qui est dans SW Setup App Documentation. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit les mêmes fichiers. Ils s'appellent pareil, ils ont été créés le même jour, à la même heure, ils font la même taille. Donc, effectivement, ils pourraient récupérer un méga 97. Mais combien de temps il va perdre à comparer les choses? Lequel il garde? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le deuxième? Vous imaginez bien que moi, je ne vais pas pouvoir vous donner... une technique pour savoir lequel il faut garder, puisque ça dépend un petit peu de chaque chose. Donc je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de pertinent de s'embêter à faire ça. Après, si vous avez des doublons de photos, c'est un petit peu différent, dans le sens où je ne sais plus quel est le logiciel, peut-être quelqu'un aura la possibilité de le mettre dans le chat, mais je me souviens plus, il y a un logiciel qui permet d'identifier les doublons de photos qu'on a, et là ça vaut peut-être la peine de s'y pencher s'il y a vraiment beaucoup de doublons. Mais encore une fois, ça va être un travail de très longue haleine, parce que il faut vérifier à quel endroit se trouve le fichier, est-ce que c'est pertinent de le supprimer, est-ce que le fait qu'il soit dans 2 destinations différentes, est-ce que il n'y en a pas besoin dans un dossier comme dans l'autre. Donc vous voyez le principe, c'est vraiment très difficile de faire du cas par cas. Donc soit vous savez exactement ce que vous faites, mais ça va vous prendre un temps fou, soit vous avez de la place sur votre disque dur, et dans ce cas-là, c'est pas non plus catastrophique. Et si je devais aujourd'hui faire de la place de ce qu'il y a sur mon disque dur, je commencerai pas forcément par les fichiers doublons. Je ferai un petit coup de CCleaner
cleaner au niveau du nettoyeur pour qu'il efface mes dossiers cache, mes dossiers, ce genre de choses. Je regarderai parce que je sais que j'ai beaucoup de choses sur mon bureau qui sont très lourdes, donc de faire de la place. Mais voilà, cette chasse aux doublons va être très chronophage et va pas forcément être très satisfaisante en termes de réactivité, de vitesse, de gain de place. Peut-être que vous allez gagner 1 giga, peut-être 2 gigas, peut-être 5 gigas, mais aujourd'hui avec les disques durs qu'on a, même moi qui ai un SSD, donc qui suis plutôt limité en place, 232 gigas, il me reste 73 gigas de libre, même si je gagnais 2 gigas, je repasserai à 75, c'est vraiment pas significatif si vous voulez. Et pour gagner 2 gigas à coût de 2 mégas, ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève 200 fichiers, 2000 fichiers. Donc vous voyez le temps que ça prendrait. Donc moi, ce que je vous conseille, et d'ailleurs ça reprend un petit peu le propos que je vous disais hier quand vous me posiez la question sur TuneUp Utility, sur Glary Utility, etc. Effectivement, vous allez pouvoir faire ce genre de choses automatiquement. Effectivement, là, vous pouvez vous apercevoir que il y a des choses qui sont en double sur votre ordinateur. Mais est-ce que vous avez vraiment la patience de tout enlever ? Moi, je vous dis honnêtement, je n'ai pas la patience de le faire et ça n'est pas grave. Mon PC n'est pas pour autant ralenti. Qu'est-ce qui ralentit un ordinateur ? C'est le fait que le disque dur soit beaucoup saturé. Là, moi, c'est pas le cas de mon SSD et c'est moins le cas des SSD que des disques durs. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est le nombre d'applications qui se lancent au démarrage, le nombre de services qui se lancent au démarrage, etc. Donc c'est pas forcément ces petits fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur, même s'ils sont un petit peu plus gros que petits fichiers tels qu'on peut l'entendre, qui vont ralentir votre ordinateur. Donc ne vous souciez pas forcément de tout ça, c'est bien, vous voyez, là, ces cleaners, ils vous proposent ces outils-là, etc. Vous vous dites, c'est super, je vois qu'il y a des doublons sur mon ordinateur, qu'est-ce que je vais faire ? On s'en fout. Donc voilà. Encore une fois, c'est bien d'avoir des outils, c'est bien que plein de gens proposent des outils pour nettoyer, comme on a vu avec le guide, tout ça, ce sont des outils qui sont vraiment utiles quand on est infecté, mais il ne faut pas, trop réagir à des choses. Tant que votre ordinateur fonctionne correctement, ne passez pas votre temps à vouloir l'optimiser à fond tout le temps. Moi, j'aime que mon ordinateur fonctionne rapidement. Parfois, j'ai des petites, des fois, ça rame un petit peu. Je vais pas soit tout réinstaller mon système, je vais pas partir dans un nettoyage qui va me prendre beaucoup de temps pour cette micro saccade du temps. Après, voilà, comme je vous le disais, c'est surtout les logiciels malveillants qui vont ralentir votre ordinateur. Si ça a installé des logiciels qui lancent de la publicité en permanence, faites attention de ne pas installer trop d'extensions sur vos navigateurs, faites attention de ne pas installer trop de polices de caractères sur votre ordinateur pour pas qu'il soit trop long à charger, faites attention à ne pas avoir trop de services qui se lancent au démarrage. Moi j'ai vu ça ici, que j'avais un certain nombre de services qui se lancent au démarrage. Avec le temps, voilà, ça s'accumule, les choses s'accumulent, mais voilà, mon ordinateur continue de fonctionner correctement, tout va bien. Donc même s'il met 10 secondes de plus à se lancer au démarrage, ou même 20 secondes de plus, c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez compris le propos et que vous n'allez pas... évidemment, on a envie de faire des choses, mais je trouve que avoir un ordinateur aujourd'hui, c'est surtout s'amuser dans la création et pas forcément s'amuser à tout nettoyer, à se dire il faut que j'ai pas de doublons, etc. Voilà, j'ai un peu épilogué sur cette question, mais voilà, des fois, je pars dans des explications et c'est comme je vous l'ai souvent dit, il vaut mieux que vous compreniez plutôt que vous appreniez. Évidemment, il faut apprendre, il y a des choses qu'on doit apprendre, mais il faut surtout comprendre. Et comprendre pourquoi on fait les choses, et comprendre pourquoi c'est pas forcément utile de nettoyer ses doublons, et comprendre pourquoi c'est pas forcément utile d'utiliser TuneUp Utility, Glary Utility, etc. Vous devez comprendre le processus. Une fois que vous avez compris le processus, vous savez ce qu'il faut faire. Le jour où vous avez votre PC qui rame complet et que vous vous dites j'ai pas envie de le réinstaller, pourquoi pas laisser une chance à ce logiciel TuneUp Utility pour voir s'il va optimiser les choses de votre ordinateur. Mais encore une fois, vous allez le lancer, lui il va faire les choses en arrière-plan, vous n'allez pas comprendre un jour pourquoi vous avez plus de son ou pourquoi un logiciel qui se lançait avant se lance plus maintenant, et vous penserez pas forcément au fait que vous avez dit tiens, j'ai nettoyé avec Glary Utility et on sait pas ce qu'il a désactivé du démarrage, etc. Donc il vaut mieux comprendre. Et ensuite, une fois que vous avez compris, vous savez quel outil utiliser. Ça vous permet d'appréhender et de vous mettre dans un état d'esprit qui vous permet d'avoir une vue globale de votre ordinateur, de savoir comment ça fonctionne. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de vidéos explicatives, ne serait-ce que la vidéo pour le montage du PC. Vous avez vu comment était fabriqué un PC, maintenant vous comprenez les différents éléments, à quoi ça sert, comment les choses s'articulent, quelle est la circulation du flux, et ça vous permet en théorie, si vous avez vu un petit peu comment étaient articulées les choses,
et ben de vous dire, bon ben voilà, si j'ai un problème avec ça, ça peut venir de là, ça peut venir de là, ça peut venir de là. Et après, ça vous permet de réduire le champ d'investigation en fonction de ce qui est le plus facile à faire pour commencer, pour réduire aux choses qui sont le plus long à faire. Voilà, vous avez compris le principe, comprenez, et voilà, plutôt que apprendre par cœur, parce que l'informatique, c'est un monde d'adaptabilité. Plus vous serez adaptable ou adaptif, j'en sais pas, bref, plus vous pourrez vous adapter, et mieux ce sera. Et pour vous adapter, vous devez comprendre, plutôt qu'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre des logiciels, comme nous le montre Louis-Paul avec GIMP en ce moment. Voilà, allez, alors je continue, donc où est-ce que j'en étais arrivé? Donc j'avais répondu à la touche imprime écran. Ariane, bonjour, comment avez-vous fait hier pour qu'en faisant avec les photos envoyées vers Outlook s'ouvre par défaut? C'est une bonne question, Ariane, donc ça doit se trouver dans les programmes par défaut. Les programmes par défaut, ça doit être, à quel endroit ça va être ça? Programme. Moi, je ne l'ai pas fait, en fait. C'est quand j'ai installé Outlook, automatiquement, il a considéré qu'il y avait Outlook, donc il a regardé ça. Mais ça doit être dans les paramètres, et ça doit être programme, afficher tous les résultats. Est-ce qu'on a programme, paramètres d'application par défaut? Est-ce que ça va être ça? On va regarder. C'est bien possible, donc ça se trouve dans Système, donc je vais revenir à l'accueil des paramètres, donc ça se trouve dans Système, après vous avez Application par défaut, et là, donc messagerie électronique, en théorie, vous devez pouvoir choisir les applications que vous avez sur votre ordinateur, donc courrier, Microsoft Outlook, moi j'ai ces deux choses-là, et si vous avez Windows Live Mail, vous devriez le trouver là, si vous avez Thunderbird, vous devriez le trouver là également. Et à partir de là, en théorie, ça devrait vous l'envoyer. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous voyez, moi j'avais rien en application par défaut comme messagerie. Et là, en théorie, lorsque vous faites un clic droit et que vous choisissez envoyer vers et que vous choisissez destinataire, lui, il va automatiquement vous l'envoyer vers cette fenêtre-là. Et après, quand vous allez faire joindre, il va l'envoyer vers votre client de messagerie par défaut. Et comme moi, j'avais pas de client de messagerie par défaut, ça me surprend un peu. Mais voilà, comme j'ai installé la dernière fois, comme j'ai lancé Outlook 2007 pour montrer une manipulation, je ne sais plus à quelle personne j'ai montré. Mais voilà, du coup, j'ai été obligé de l'activer. Et lui, à mon avis, l'a automatiquement enregistré dans Windows, considérant que c'était mon programme de messagerie par défaut. Voilà Ariane, sinon ça se trouve donc dans paramètres, système, application par défaut, et là vous pouvez choisir votre messagerie par défaut en théorie. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous le dire et on regardera s'il y a autre chose à configurer. Colette, merci Louis-Paul et bravo pour GIMP, tout à fait. Pour les personnes qui ne savent pas à quoi nous faisons allusion, Louis-Paul a une chaîne sur YouTube qui vous apprend à la fois l'orthographe et à la fois à vous servir de GIMP. Louis-Paul étant un très bon pédagogue, eh bien, vous allez pouvoir apprendre grâce à lui. Il parle très tranquillement, il montre les étapes, c'est vraiment très agréable. Je suis en train d'essayer de voir là si je vais pouvoir vous montrer sa chaîne, voilà. Je vais d'abord me rendre sur la mienne et ensuite je chercherai la sienne. Voilà, je vais mettre une pause. Donc lorsque vous êtes sur YouTube, il vous suffit simplement de chercher Louis-Paul, et son nom de famille c'est Berland, Louis-Paul Berland, et là à partir de là vous arriverez ici. Vous pouvez cliquer sur son nom. Au passage, une fois que vous êtes là, vous pouvez cliquer sur s'abonner et ça vous permettra de profiter de toutes les vidéos que Louis-Paul met à votre disposition gentiment et gracieusement pour l'orthographe et pour GIMP, avec un rythme d'une vidéo par jour, un rythme totalement incroyable. En tout cas, merci beaucoup Louis-Paul pour toute cette transmission et voilà, je me joins à Colette pour vous remercier de toutes les personnes que vous aidez. Alors, continuons. Albert, bonjour Albert, bienvenue parmi nous, merci d'être là ce soir. Florence, bonjour. Alors, Tania, je ne peux pas lire la vidéo WLMP qu'un ami m'a envoyée. Que puis-je faire?
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne pouvez pas ouvrir un fichier WLMP? Donc, est-ce que Tania, vous avez VLC d'installer? Donc, si c'est le cas, VLC, vous appuyez sur la touche Windows, pardon. Ensuite, vous tapez VLC pour le lancer. Une fois que VLC va se lancer, vous pouvez le mettre en mode fenêtre, comme je suis en train de le faire là, et vous pouvez glisser votre vidéo directement sur VLC. Vous cliquez ici et vous la glissez sur VLC. Donc là, c'est drôle, j'ai glissé une image, ça marche quand même. C'est beau. Donc VLC est capable d'ouvrir beaucoup de formats de fichiers et de vidéos. Et donc, à partir de là, eh bien, vous devriez pouvoir lire votre vidéo. Si vous ne pouvez pas lire la vidéo, c'est que soit elle est protégée par des droits d'auteur, par des mots de passe, par des codecs qui ne pourraient pas être disponibles, mais comme VLC embarque la plupart des codecs, en théorie, vous devriez pouvoir la lire. Et si vous ne pouvez pas toujours la lire, demandez à votre ami soit de vous la renvoyer, soit de vérifier qu'il a les droits pour la partager. Parce qu'en théorie, comme je vous le disais, VLC ouvre un grand nombre de formats. Cela dit, je vais quand même, par acquis de conscience, regarder sur Internet si le format W dont vous parlez, WLMP, c'est un format particulier, on va regarder ça, WLMP. Comment lire un fichier? Ah, PowerSoft, non, alors ça doit être là. On va regarder sur comment ça marche. J'ai fait un montage vidéo sur Windows Live Maker, d'accord, et j'aimerais convertir cette vidéo au format qui est en format WMP en format AVI. Donc ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre ami qu'il l'exporte dans un autre format, parce qu'apparemment donc c'est un fichier Windows Movie Maker, et donc il a dû juste l'exporter comme ça. Alors je vais juste regarder moi de mon côté, puisque j'ai fait un montage récemment avec Windows Movie Maker, pour voir si c'est pas par hasard le fichier du montage vidéo en lui-même. Vidéo gratuite. Intégrer montage vidéo avec Windows Movie Maker. Alors, quel est... Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire là. Non, ça c'est la vidéo. Alors, je vais essayer de la retrouver. Je vous garantis rien parce que je sais pas où je l'ai rangée. C'est un petit peu le bazar sur mon bureau. Alors, Text Expander, non, c'est pas ça. Ouh là là, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise, je suis en train de réduire toutes mes fenêtres. Et là, je ne sais pas pour quelle raison mon Skype a planté. Quitter Skype, voilà. Alors, j'arrive pas à retrouver le montage que j'ai fait. Je me demande si je ne l'ai pas jeté, ce qui serait pas impossible. Puisque je ne m'en servais plus. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que je vais regarder? Donc, peut-être c'était dans vidéo. Et peut-être que c'est quelque part là. Alors, vidéo gratuite. Intégrer. Est-ce que je l'ai mis là? Dans brut. Non plus. Alors, on va faire autrement. Je vais essayer de faire un fichier Windows Movie Maker. Voilà. On va dire que je vais mettre dedans un fichier photo, voilà, que je vais l'enregistrer pour voir si ça me génère un fichier WLMP. Bureau, mon film enregistré, fermé. Voilà. Alors, est-ce que c'est un fichier WLMP? Participer, non, merci. Ah voilà, alors donc vous avez très peu de chances de l'ouvrir avec VLC, puisque en fait, vous voyez là à l'écran, l'extension du fichier c'est WLMP, et donc ça ce n'est absolument pas, ça c'est le montage en fait qu'a réalisé votre ami, c'est-à-dire si je double-clique ici, il va me relancer Movie Maker avec les éléments de mon montage. Ça en fait, ce sont les propriétés du montage, est-ce qu'il a mis de la musique, est-ce qu'il a mis des transitions, à quel endroit, c'est le fichier de Windows Movie Maker. Donc ce que doit faire votre ami, une fois qu'il a ce fichier là, il faut qu'il fasse enregistrer le film, et là il choisit les paramètres qu'il veut, un petit peu comme j'ai montré dans la vidéo, pour exporter son film. Parce que là, ce qu'il vous a envoyé, c'est juste ça. Donc, il a dû se dire que comme c'était pas lourd, ça allait être ça qu'il allait vous envoyer. Mais ce n'est absolument pas ça qu'il doit vous envoyer.
Là, vous ne pourrez pas faire de conversion en fait. C'est juste le format du fichier qui contient les informations du montage en fait, et en rien la matière brute ou le fichier rendu. Voilà Tania, donc il faut que vous demandiez à votre ami qu'il fasse un export de son film, enfin qu'il fasse un rendu de son film pour qu'il puisse vous l'envoyer. Vous vous souvenez hier des envois par mail. Donc il faut que soit il l'héberge sur YouTube et il le partage. Pardonnez-moi. Il le partage qu'avec vous ou avec ses amis en mettant les adresses email. Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo gratuite. Ou alors, eh bien, il peut vous l'envoyer par WeTransfer si ça fait moins de 2 Go. Et si le montage fait plus de 2 Go et que vous quand même vous l'envoyez sur WeTransfer, dans ce cas-là, il peut le couper avec WinRAR. Si par exemple ça fait 4 Go, il demande à faire 2 archives de 2 Go et il vous envoie une archive après l'autre directement par WeTransfer. J'espère avoir été assez clair, mais quoi qu'il en soit, vous ne pourrez rien faire de ce fichier WLMP. Voilà Tania. Alors, Jean-Yves, bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Yves et bienvenue parmi nous. Alex, bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric et à toutes réunies. Alors, ma demande du moment, en cours d'utilisation, l'ordi se fige et plus aucune commande ne répond. Portable Asus, ROG, Windows 10. Alors, vous pouvez regarder dans, je vais dire, 3 directions. Ça dépend un petit peu du moment où ça se fige. Est-ce que c'est quand vous jouez? Est-ce que c'est quand vous avez allumé votre ordinateur au bout d'un certain temps? Est-ce que c'est quand il fait chaud? Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que ça le fait 1 heure après avoir commencé, 10 minutes après avoir commencé, 2 heures après avoir commencé? Voilà. Donc si ça le fait relativement rapidement, régulièrement, et que vous entendez beaucoup votre ordinateur souffler, ou que vous ne l'entendez pas du tout souffler d'ailleurs, si vous ne l'entendez pas du tout souffler, il y a de fortes chances que le ventilateur ou que le système de refroidissement ne soit plus opérationnel, et auquel cas, eh bien, l'ordinateur va se figer ou s'éteindre en fonction de ce que vous avez comme ordinateur. Et à partir du moment où il se fige, vous êtes obligé de redémarrer, c'est qu'il a trop chaud, il faut attendre qu'il refroidisse. Donc ça, c'est la première piste à explorer. Soit vous n'entendez plus du tout les ventilateurs, soit vous les entendez souffler en permanence. Si vous les entendez souffler en permanence, dans ce cas, ça peut venir d'un surplus de poussière qui a été accumulé. Ça, j'en ai déjà parlé dans les demandes à Cédric précédents, mais je vais vous remontrer. Radiateur portable, radiateur ordinateur portable, bouché, non, obstrué, on va mettre bouché. Bouché, ça marche ça ou pas? Image, ah bah voilà, on avait des images. Donc voilà, s'il souffle en permanence, il y a des possibilités qu'il y ait une couche de poussière. Ça c'est un peu petit, c'est dommage, on va rechercher les images un petit peu plus grandes pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi j'essaye de vous parler. Bon, là, on voit bien. Ah, là, on va le voir très bien. Là. Voilà, donc là, si vous avez ce type d'arrêt, c'est que ça, c'est le système de ventilation de votre ordinateur. Donc là, normalement, le ventilateur qui se trouve là est placé à cet endroit-là, et il expulse l'air vers les radiateurs qui sont chargés à la fois donc d'expulser l'air chaud, et en même temps, grâce à cette patte qui est en cuivre, de refroidir les différents éléments de votre ordinateur, que ce soit le processeur, la carte graphique, ou les différents éléments qui chauffent comme le chipset. Et donc, si, comme sur cette photo, vous voyez, il y a beaucoup de poussière qui obstrue l'extraction de l'air chaud, eh bien, votre ordinateur va chauffer. Donc, si c'est un ordinateur portable, c'est encore pire, puisque tout est réduit, amoindri, etc. Donc, plus les choses sont bouchées comme ça, et plus il y a des chances qu'ils puissent s'arrêter. Donc, si c'est ça, eh bien, il va falloir ouvrir votre ordinateur. Donc, si vous avez de la chance, c'est relativement accessible, et vous pourrez enlever cette couche de poussière qui a été mise ici. Vous pouvez vous servir du site iFixit qui vous explique comment démonter votre ordinateur. Le site iFixit, je vais essayer de le trouver. Je vais vous mettre un lien directement dans le chat.
Voilà, et à partir de là, vous mettez la référence de votre ordinateur, Asus ROG, donc il faudra que vous connaissiez le modèle, je ne sais pas s'ils ont fait le démontage de ça. Voilà, ils ont démonté un certain nombre de laptops, donc vous cliquez dessus, et après vous allez avoir la fiche technique de comment le démonter. Need to, how to upgrade RAM, donc là c'est juste pour augmenter la RAM. Ah, il n'y a pas forcément la fiche. Il faudra que vous regardiez si la fiche est disponible pour voir pour le démontage. Après, sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement vous rendre sur YouTube, taper la référence de votre ordinateur pour voir s'il n'a pas été déjà démonté par quelqu'un pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bref, quoi qu'il en soit, je vais essayer de retrouver l'image que j'avais, qui n'est pas du tout ici, qui est peut-être ici, voilà. Donc, si c'est pas ça, si c'est ni l'un ni l'autre, si voilà, vous vous assurez que ça, vous pouvez aussi tester votre mémoire vive, donc avec un logiciel qui s'appelle Memtest. J'ai pas encore fait de vidéo outil sur le sujet en question, ce serait bien que j'en fasse une parce que c'est bien des fois de pouvoir tester sa mémoire vive. C'est quelque chose que vous allez télécharger sur internet, c'est gratuit, vous pouvez je pense le télécharger sur comment ça marche. Et l'idéal c'est de faire soit une clé USB de boot, soit un CD de boot avec Memtest d'installer. Donc ça s'écrit MEMTEST. Vous allez pouvoir le récupérer donc soit sur le site officiel du site Memtest. Je vais regarder à quoi ça ressemble, voir si c'est facile à récupérer. Ou sinon, vous avez peut-être la version sur comment ça marche qui est ici. Voilà. Et là, ils vont vous expliquer comment tester votre mémoire vive. Donc voilà, il faut que vous puissiez démarrer votre ordinateur à partir du CD ou à partir de la clé USB. Je ne sais pas si ça fonctionne à partir de la clé USB. Moi, je me suis fait un CD qui démarre, mais si vous n'avez pas de lecteur CD, ça ne fonctionne pas forcément. Et là, eh bien, il va tester votre mémoire vive. Et l'avantage de le faire sous le BIOS, c'est qu'il n'y a aucun composant de la mémoire vive qui est utilisé par Windows. Donc, il va tester vraiment l'intégralité de votre mémoire vive par l'intermédiaire de cycles que vous pouvez voir en haut à droite. Et là, donc, il faut le laisser tourner une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Il va faire différents tests de votre mémoire. Et à partir de là, il vous indiquera si vous avez des erreurs. Et si vous avez des erreurs dans votre mémoire vive, c'est ce qui peut causer les freezes de votre ordinateur. Vous pouvez aussi tester votre disque dur avec le logiciel qui s'appelle WinDLG. J'ai fait une vidéo dans les vidéos outils, vous pourrez regarder. Pareil, et vous pouvez éventuellement, si donc tout ça a été exclu, tester votre processeur. Là, je ne vais pas forcément avoir de logiciel à vous conseiller pour tester votre processeur, mais il sera toujours temps de voir. À mon avis, le processeur, c'est vraiment ce qui est en dernier. Dans l'ordre, c'est voilà, chaleur qui fait que l'ordinateur plante, mémoire vive qui fait que l'ordinateur plante, et vraiment, c'est très rare que le processeur soit en cause dans ce type de choses. Et ça peut aussi également venir de votre disque dur si vous avez beaucoup de clusters défectueux ou s'il est en mauvaise forme, vous pouvez donc le tester. Donc moi dans l'ordre, qu'est-ce que je ferai? Je testerai, qu'est-ce que je ferai dans l'ordre? Je regarderai un petit peu du côté de mon ordinateur, voir si c'est facile d'accéder à la trappe que je vous ai montrée dans la première photo qui est ici, voir si je peux accéder facilement à cette zone-là. Et sinon, après, je testerai ma mémoire vive, je testerai mon disque dur, et voilà. Et après, si vraiment il n'y a rien de tout ça qui fait que ça va mieux, eh bien, je testerai mon processeur. Mais on n'en est pas encore là, je pense qu'il y a quelques procédures à réaliser au préalable. Voilà, Alex. Daniel, Ponostic pour les images en double. Merci Daniel, voilà, ça ne me revenait absolument pas à l'esprit. Je vais regarder si par l'intermédiaire de l'index on aurait pu retrouver, avec par exemple les mots doublons, sur CCleaner, là c'est surtout les doublons. Et alors si je mets photo, Google Photo, alors photo, et si je mets double, non. CCleaner, est-il facile de supprimer les doublons photos? Non. Et bien donc voilà, c'est certainement parce qu'on n'en a pas encore parlé. Peut-être que ça apparaîtra grâce à vous Daniel. Donc le logiciel pour les doublons photos s'appelle Panostic. Et voilà, on avait, je sais plus qui en avait parlé sur le forum, on avait eu l'occasion de voir ça et c'est vrai que ça avait l'air assez efficace pour les doublons photos. Après, encore une fois, il vaut mieux bien ranger ses photos
en premier lieu, plutôt que d'avoir à se dire mince, j'ai des doublons à droite, à gauche, voilà, parce que faites attention, si vous avez des doublons, ça peut aussi être rangé sur vos disques de sauvegarde, donc ne supprimez pas vos doublons de sauvegarde, faites attention à ça aussi. Merci Daniel. Daniel, je ne sais pas si vous étiez là au début, j'ai eu des nouvelles d'Alexandra qui va bien, rassurez-vous. Moi aussi j'étais un petit peu inquiet, je lui ai envoyé un Skype hier, elle m'avait pas répondu, donc voilà, quand vous avez dit pas de nouvelles, ça m'a un peu inquiété. Et je lui ai renvoyé un message aujourd'hui, elle m'a répondu, elle m'a dit que tout allait bien, qu'elle faisait une petite pause informatique, de temps en temps on en a bien besoin, et donc voilà, elle sera de retour certainement bientôt parmi nous. En tout cas merci Daniel de penser à elle. Elle m'a dit de vous remercier par rapport à ça. Mathilde, bonsoir à Cédric et à tous, merci pour votre réponse pour ces cleaners, je ne touche à rien. Eh bien, d'accord Mathilde, faites comme vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que vous avez compris mon propos. Vous pouvez faire si vous le souhaitez, mais voilà, c'est vraiment pas. Essayons d'être le plus, on va dire, à l'écoute de nos réels besoins plutôt que de nous en créer. L'ordinateur doit rester un outil qui ne nous pénalise pas et qui nous permet de faire ce dont on a besoin. On a besoin de faire des courriers, on a un logiciel de traitement de texte, on a besoin de retoucher des photos, on a un logiciel de retouche photo. Voilà, il faut que l'ordinateur soit un outil qui nous permette soit de créer, de faire des diaporamas, de faire des montages, de faire voilà. Mais en aucun cas, ça doit être quelque chose qui nous pénalise. Donc tant que votre ordinateur fonctionne et que tout va bien, ne cherchez pas à l'optimiser plus que ça. Fin de la deuxième parenthèse. Alors, bonjour Cédric. J'ai acheté un Dell avec McAfee pour 3 ans en 2014. L'abonnement se termine. Comment retirer McAfee et les 7 virus en quarantaine? Virus en quarantaine après le scan d'une clé USB. Merci. Alors, en théorie, dans McAfee, vous avez la possibilité, je ne connais pas bien McAfee puisque je ne l'utilise pas, dans McAfee, vous avez la possibilité de certainement supprimer les logiciels en quarantaine. Je vais vous montrer avec Windows Defender. Je ne pense pas en avoir, mais on va quand même regarder. Dans historique, vous devez avoir tous les éléments détectés, éléments autorisés. Qu'est-ce que j'ai là? Éléments en quarantaine, afficher les détails. Bon, il s'avère que j'en ai pas, puisque soit il n'en a pas détecté, soit j'en ai pas attrapé. On va espérer que c'est la deuxième solution. Et donc voilà, à partir de là, normalement, éléments autorisés. Est-ce qu'il a coché des choses, affiché les détails? Non, il a rien en fait, parce que voilà, j'ai une utilisation relativement saine de mon ordinateur. Mais donc, en théorie, quand vous faites afficher les éléments, vous devez pouvoir les sélectionner et pouvoir les supprimer. Donc vous devez avoir quelque part un endroit dans McAfee qui vous permet de le faire. On va regarder éventuellement si on peut trouver une petite capture d'écran qui pourrait nous aider. Ou même quelque chose. Supprimer éléments quarantaine, Mac, AFI. Ah bah, hop. Voilà. Alors, download bêta McAfee, suppression des éléments mis en quarantaine. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ici? Oh là là là. Lorsque McAfee met des éléments de quarantaine, il les chiffre. Ouvrez les uns. Comment? Voilà, bah, je vais vous. Ça me paraît bizarre cette adresse-là. Download.beta.mcafee, ça me plaît moyen. Communauté McAfee. Vider le dossier quarantaine. Voilà. Bon, je vais quand même regarder celui-là. Je vais vous laisser ça à l'écran, comme ça quand vous allez le regarder vous pourrez faire une petite pause pour ne pas que vous ayez à vous rendre à cette adresse là. Je suis pas 100% sûr que ce soit bien légitime, bon ça a l'air quand même malgré tout, mais je voudrais pas que vous cliquiez sur le lien ou que vous ayez un souci. Donc en théorie vous trouverez ça à cet endroit là. Donc ouvrez la page éléments mis en quarantaine, cliquez sur éléments mis en quarantaine ou sur programme potentiellement indésirable mis en quarantaine pour les afficher pour afficher la liste des menaces mises en quarantaine. Dans la liste, sélectionnez les éléments à supprimer, puis cliquez sur supprimer. Voilà les manipulations que vous devez réaliser, Marie. Et
Et voilà, sachez que lorsque McAfee met des éléments en quarantaine, il les chiffre et les isole dans un dossier pour empêcher les fichiers programmes ou cookies de nuire à votre ordinateur. Donc ça, c'est ce que font la majorité des antivirus, pour ne pas dire tous. C'est-à-dire que quand vous avez des fichiers en quarantaine, ne vous dites pas qu'ils sont dans un endroit et que ça va être la catastrophe. Non, ils ont été, comme le dit McAfee, ils ont été chiffrés, cryptés, isolés, et vous ne pouvez pas les lancer par hasard. Donc voilà, c'est très bien que vous puissiez supprimer ces éléments avant de supprimer McAfee, ça vous évitera qu'ils restent sur votre ordinateur, mais sachez que quoi qu'il en soit, il les avait chiffrés, et le fait de supprimer McAfee, je pense pas que ça les réinstalle, ou ça les remette en activité, je ne pense pas. Donc ça, c'était pour supprimer les éléments en quarantaine, première étape que vous devez réaliser, et ensuite pour supprimer un programme, vous faites un clic droit sur le menu démarrer. J'ai pas vu si vous étiez sur Windows 10, on va partir du postulat que oui, vous ne l'avez pas indiqué. Vous faites un clic droit sur le menu démarrer et ensuite vous choisissez programmes et fonctionnalités. Si vous êtes sur Windows 7, vous cliquez sur le menu démarrer et ça doit être panneau de configuration, puis ajout ou suppression de programme. Et vous allez arriver à quelque chose qui ressemble à peu près à cela. À partir de là, donc, vous choisissez McAfee, vous cliquez dessus et vous choisissez désinstaller. Voilà. Voilà Marie, n'hésitez pas, on est au deuxième demande astérique, donc il en reste 5. Vous pouvez réaliser ces manipulations, et puis si vous voyez que vous rencontrez des difficultés, soit vous interagissez avec nous sur le forum, soit vous revenez ici et on continuera d'en parler. Voilà Marie, espérant avoir répondu à votre question. Merci Cédric de me communiquer les touches raccourci clavier pour capture diaporama. Merci de me communiquer les touches raccourci clavier pour capture diaporama. Alors, j'ai supprimé les diaporamas. Et en plus, j'ai supprimé, donc définitivement, ils ne sont même pas passés par ma corbeille, je ne peux même pas les récupérer. Alors, en gros, vous lancez le diaporama en double-cliquant dessus, il va vous le lancer. Une fois que vous avez lancé votre diaporama, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace pour mettre en pause. Et si vous rappuyez sur espace, ça passe à la diapositive suivante. Et si vous appuyez sur la barre d'espace, ça passe à la diapositive suivante. Si vous appuyez sur la touche Backspace, qui est donc la touche au-dessus de la touche Entrée, qui vous permet d'effacer les caractères de la droite vers la gauche, eh bien vous allez revenir à la diapositive précédente. Donc avec la touche espace, vous passez à la diapo d'après. Avec la touche Backspace, vous passez à la diapo d'avant. Une fois que vous êtes sur votre diapositive, vous appuyez sur la touche Imprime écran qui va mettre donc votre photo dans une partie de votre mémoire vive. À partir de là, vous allez appuyer sur la touche Windows pour pouvoir faire apparaître le menu démarrer. Vous allez taper Paint directement dans la recherche pour qu'il puisse vous faire apparaître l'application. Vous allez appuyer sur Entrée. Paint va apparaître. À partir de là, vous allez faire CTRL-V pour coller en fait la chose qui a été mise dans Imprime écran, puisque c'est quelque chose qui est mis temporairement dans la mémoire. Donc il ne met qu'une chose en mémoire, c'est-à-dire que si vous regardez la diapositive numéro 1 que vous faites Imprime écran, que vous allez à la diapositive numéro 2 que vous faites Imprime écran, il n'a mémorisé que la dernière que vous avez prise, donc là, la diapositive numéro 2. Et donc quand vous êtes dans Paint, vous faites tout simplement CTRL-V et à partir de là, il va coller la dernière chose qu'il y avait dans le presse-papier en faisant Imprime écran. Ensuite, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche Alt en restant appuyé, qui se trouve à gauche de votre barre d'espace, et d'appuyer sur la touche Tabulation, qui se trouve au-dessus de la touche majuscule. Et en faisant Alt Tabulation une fois, vous allez passer d'une application à l'autre de vos dernières applications. Donc en faisant Alt Tab, vous allez repasser sur votre diaporama. En faisant Alt Tab, vous allez repasser sur Paint. Alt Tab diaporama, Alt Tab Paint. Voilà. Vous appuyez une fois, Alt Tab, et ça vous passe de l'un à l'autre. Voilà, et comme ça, ça vous permettra de gagner du temps. Vous pouvez aussi essayer le logiciel PowerPoint Image Extractor qui, lui, vous fera vraiment gagner du temps s'il fonctionne sur les diaporamas. Mais il me semble que c'est un vieux logiciel et qu'il ne fonctionne pas avec les diaporamas récents qui sont en PPTX, en PSX et ce genre de choses. Donc voilà, vous serez limité sur le nombre de diaporamas que vous pourrez extraire, mais en tout cas, vous pouvez déjà tester, voir si ça fonctionne, parce que vous allez gagner un temps très précieux.
Voilà Sou, je suis allé un peu vite, vous pourrez prendre des notes tranquillement pendant la retransmission qui sera disponible ce soir ou demain. Tania, lors d'un précédent, demande à Cédric, vous aviez prévu de faire une vidéo avec 5 trucs et astuces sur la sécurité pour expliquer comment sécuriser son ordinateur. À quand cette vidéo ? Alors, c'est une bonne question. Je vais regarder s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Oui, donc je ne vais pas trop m'éterniser parce qu'il est déjà 18h, le temps passe vite, en bonne compagnie. Donc dans les grandes lignes, comme je vais vous parler des mini-cours, je pense que ça fera partie d'un mini-cours. Les mini-cours, je vous en parlerai quand même rapidement juste après. Je vais terminer pour voir s'il y a d'autres questions. Et puis après, je vous parlerai 5 minutes des mini-cours. Peut-être 10 d'ailleurs, 10 minutes. Alors, Ariane, vous avez envoyé vers Outlook de votre Office 2007 alors que moi, je veux envoyer vers l'appli courrier. Et il n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas quelle appli... Ah, l'appli courrier, d'accord. Eh bien, c'est juste que ça, à mon avis, ça ne fonctionnera pas avec l'appli courrier. Ariane, si c'est l'appli courrier de Windows 10 que vous utilisez, celle-ci, je ne pense pas que ça puisse fonctionner. On va quand même essayer. Prise en main, ajouter un compte. Oh là 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 là, non, on va pas essayer du tout. J'ai pas spécialement envie d'ajouter un compte. Ah, autre compte, Pop et IMAP. Je peux ajouter un compte Pop maintenant, c'est nouveau. Je vais pas ajouter un compte Google, quoique je pourrais ajouter un compte Google. Je vais essayer. Alors, bon, en théorie, ça devrait être bon. Est-ce que je vais me souvenir du mot de passe ? Incroyable. Donc là, je vais recevoir, en théorie, un texto qui me demande la confirmation 2 étapes. J'espère que je ne me suis pas trompé. Si, je me suis trompé. Ah oui, 634, 395. Voilà, bon. Je vais mettre ça sur le côté le temps que... Alors, afficher, gérer votre courrier, gérer vos agendas. Bon, on va dire autoriser. Ça n'a pas vraiment d'importance, même si ce compte-là était cassé. Ok. Donc là, il m'a ajouté un compte. Donc en théorie, je dois pouvoir aller sur ce compte. Je vais passer en plein écran pour que vous puissiez voir les choses plus facilement. Voilà, vous êtes fin prêt, on est parti. Voilà. Donc là, je suis sur courrier. Donc en gros, si je fais un clic droit envoyer vers destinataire, je voudrais voir si ça va fonctionner. Alors, clic droit, envoyer vers destinataire. Donc on va dire joindre. Là, il va me le joindre vers quoi ? On va regarder. Est-ce qu'il me lance courrier ? Non, il me lance Outlook. Donc là, je vais fermer Outlook puisque ça ne m'intéresse pas. Je vais faire la manipulation dont je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc système, application par défaut. Choisir une application par défaut pour la messagerie électronique, je vais choisir courrier. Voilà. Donc là, je vais fermer. J'espère qu'il ne va pas m'avoir fait ça pour tout. Bon, c'est pas grave vu que j'ai mon Gmail aussi. À partir de là, je vais recommencer ma manipulation. Clic droit, envoyer vers destinataire, joindre. Et il me l'envoie vers Outlook. Donc, à mon avis, ça n'est pas possible qu'il l'envoie par courrier. Il y aura peut-être une manipulation, mais je ne vais pas forcément prendre le temps de la regarder maintenant. Éventuellement, mettez un petit message sur le forum et on va regarder, ou éventuellement dans un demande à Cédric de demain, parce que là, je ne voudrais pas que ça prenne trop de temps. Bon, là, avec ce qu'on a vu, d'ailleurs, je vais essayer de repartir pour enlever cette application par défaut, pour ne pas avoir le courrier. Du coup j'en ai plus. Bon, tant pis. Je vais laisser ça comme ça. Donc, je pense pas que ça fonctionne, puisque ça, c'est une vieille fonctionnalité qui fonctionnait depuis belle lunette, si je puis dire, depuis belle lurette. Ça marchait sur Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Donc, à mon avis, ils n'ont pas prévu le transfert vers les applications de Windows 10. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité bureau qui permet, voilà, avec Windows Live Mail, avec Thunderbird, ça doit fonctionner, je pense, puisque ça fonctionne avec Outlook 2007 et les autres versions. Mais je pense pas que ça marche avec l'application courrier de Microsoft, qui est vraiment une version basique du courrier.
que je ne recommande pas forcément d'ailleurs à utiliser. Voilà, Alex, merci Cédric des moultes explications. Alex, j'espère que vous allez vous en sortir et que tout va bien se passer. Cédric, je ne pourrai pas être avec vous demain, mais je regarderai le replay de demain et je serai là samedi. Avec grand plaisir, Sacha, de vous compter parmi nous. Morissette, rebonjour. Cédric, des boutons sous l'écran Acer, comment s'en servir ? Alors là, Morissette, il faut que vous puissiez vous référer à votre manuel d'utilisation que vous pourrez certainement trouver sur Google. Vous mettez la référence de votre écran sur Google, vous cherchez la documentation, en théorie, vous devriez la trouver. Peut-être que le constructeur vous l'a même fourni. Et là, c'est tellement spécifique à chaque écran qu'il faudra que vous puissiez vous référer à ça, Morissette. Voilà, je vais vous parler rapidement, là, 5 minutes, peut-être même 10, donc des mini-cours. J'aurai l'occasion d'en reparler avant la fin, puisque j'espère que les mini-cours vont pouvoir démarrer. Le mois prochain. Donc le principe était le suivant. L'idée c'est de trouver un thème. Donc à la base j'avais pensé à GIMP, mais comme Louis-Paul est en train de réaliser une série de tutoriaux très précis, très parfait, que voilà, je vais le laisser terminer. Éventuellement, s'il y a des compléments à apporter, il pourra les apporter ou je pourrai les apporter en fonction d'eux. Mais voilà, pour l'instant, je pensais faire GIMP, mais je ne vais pas faire GIMP. Donc, l'idée des mini-cours, c'est quoi ? C'est que le premier demande à Cédric de chaque mois, plutôt que de faire un question-réponse comme on le fait entre nous, il y aura encore les 6 autres jours pour les questions-réponses, mais le premier jour du mois, à partir de 19h, je vais faire ce que j'appelle un mini-cours. Un mini-cours, c'est on va prendre un sujet, donc on va en parler ensemble. J'ai déjà créé sur le forum un sujet donc, sur les mini-cours. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le voir. Ça se trouve un petit peu n'importe où, quelle que soit la rubrique dans laquelle vous allez sélectionner. J'ai fait en sorte que ce soit en haut. Donc là, vous voyez, je rentre dans réseaux sociaux, mais vous pouvez rentrer dans n'importe lesquels. Et il y a marqué les mini-cours dans les DAC. Vous pourrez donc regarder ici. J'ai fait un post. Il y a déjà un certain nombre d'entre vous qui avaient participé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Donc l'idée c'est de créer, de trouver un sujet. Donc là on est parti sur créer un courrier avec un logiciel gratuit de type LibreOffice. Donc ça sera peut-être le premier mini-cours. Il y a plein d'autres, là je suis en train... Pardonnez-moi. Je suis en train de réfléchir aux différents sujets des mini-cours. Donc ça peut être courrier avec LibreOffice, faire sa comptabilité simplifiée avec LibreOffice, donc l'équivalent d'un tableur, l'équivalent de Word. Ça peut être donc sécuriser son ordinateur. On en parlait tout à l'heure. Voilà, ça pourrait être un mini-cours comment sécuriser son ordinateur et justement ne pas trop se protéger, ne pas se sous-protéger, comment être bien protégé. Donc ça peut être le sujet d'un mini-cours. J'avais pensé aussi à des mini-cours sur Photoshop, des mini-cours sur les mots de passe. Parce que je sais que voilà, on est, même si malgré tout on commence à être à l'aise avec ça, c'est jamais facile quand on s'y met. Donc voilà, l'objectif des mini-cours, c'est de faire une sorte de pas à pas pour bien débuter dans un sujet en particulier. Donc je commencerai à partir de 19h et je ferai pendant maximum 2 heures, c'est-à-dire 2 heures pendant lesquelles je vous présenterai ce que j'avais à vous présenter. Donc si par exemple c'est comment faire un courrier, je vous montrerai comment télécharger le logiciel, comment l'installer, comment les rudiments, comment créer un nouveau document, comment le mettre en page, comment modifier les couleurs, comment modifier les titres, comment modifier la police, etc., etc. Un grand nombre de choses, donc un mini-cours autour de la création d'un courrier, parce qu'on est très nombreux à en écrire et on n'est pas forcément au fait de toutes ces choses-là. Donc pendant au maximum 2 heures, ça peut être moins en fonction du thème du mini-cours, je vous exposerai les différentes choses, les différents pas à pas pour bien démarrer dans le sujet en question. Et après, à la fin de ces maximum 2 heures, on prendra 1 heure et vous pourrez me poser vos questions à la fois sur ce qui a été dit et à la fois éventuellement sur d'autres choses que vous pourriez avoir envie que je couvre dans ce type de choses. J'en sais rien, je vais prendre un exemple idiot, mais par exemple pour les courriers, vous pourriez me dire comment est-ce qu'on fait un publi-postage, c'est-à-dire un envoi massif de courrier avec des remplissages automatiques d'adresses.
Et là, eh bien, en fonction de la question, soit elle est très longue et je ne pourrai pas le faire tout de suite, mais je noterai et ça pourra donner éventuellement un autre mini-cours en version avancée, puisque le premier, ce sera plutôt le pas à pas. Donc, 2 heures maximum de mini-cours, puis 1 heure de questions-réponses, et après, eh bien, voilà, ça nous fera du contenu qui sera donc ce mini-cours, par exemple, sur comment écrire un courrier. Si vous êtes membre actif, si vous êtes membre plus, vous aurez accès à la retransmission, puisque vous avez accès à toutes les formations. Et pour les personnes, ah oui, parce que ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que ce sera ouvert à tous. Donc quel que soit, si ce sont vos amis, ce sera un direct comme je le fais là sur YouTube, si ce n'est qu'au lieu qu'il soit privé, il sera public. Donc il y aura beaucoup de gens en théorie qui vont venir, peut-être pas forcément au premier demande à Cédric, mais au premier mini-cours, mais je pense qu'après les gens vont petit à petit venir et donc les transmissions en direct seront gratuites et après pour accéder aux retransmissions, ça ne vous concerne pas si vous êtes membre actif ou membre plus, eh bien ce sera 5 € pour avoir accès donc à ces 2 heures de mini-cours plus à l'heure de questions-réponses. Voilà, tout sera géré par YouTube en théorie puisque maintenant je dois pouvoir avoir l'accès au contenu payant et pouvoir faire payer mes vidéos. Donc l'accès aux mini-cours en direct sera gratuit et les retransmissions seront payantes. Voilà, donc je pense que c'est un format qui peut bien fonctionner parce que ça va me permettre de dispenser de l'information à la fois pour les gens qui auront envie de regarder la retransmission. Ça ne coûtera pas très cher, 5 €. Pour avoir 3 heures de formation, ça me paraît être tout à fait correct. Encore une fois, si vous êtes membre plus, membre actif, vous n'aurez rien à payer en plus et vous pourrez même télécharger les replays, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Mais voilà, le principe, c'est un petit peu de me faire connaître et de laisser ouvert l'ouverture à l'extérieur, que des gens d'extérieur puissent me découvrir, puissent voir comment est-ce que je fais les enseignements, et puis voilà, qu'ils puissent aussi en profiter s'ils n'ont pas forcément envie de payer, puisqu'ils pourront en profiter gratuitement pendant le direct. L'avantage que la raison pour laquelle je peux le faire maintenant et que je ne pouvais pas le faire avant, c'est que vous vous souvenez quand je faisais les demandes à Cédric en libre, parce que voilà, je trouvais ça sympa que tout le monde puisse poser ses questions, etc. C'est parti en vrille. Il y a des gens qui ont très mal réagi, qui ont été vraiment irrespectueux, et avec le principe de Google Hangout, je ne pouvais pas les bannir. Avec YouTube Direct, j'ai une fonction, je clique, je les bannis et ils ne nous importuneront plus. Donc voilà, peut-être que je choisirai certains d'entre vous pour faire de la modération si vous êtes d'accord. Voilà, voilà. On n'est pas là pour mettre les gens dehors, évidemment, on est là pour apprendre. Maintenant, vous l'avez vu, il y a des gens qui ont mal réagi, qui ont été très, très, très impolis. Donc, ces gens-là non plus ne pourront être mis dehors. Voilà, donc la conjonction de tous ces éléments, ça fera que tous les mois, donc tous les mois où je fais des demandes à Cédric, donc de septembre à juin, je ferai un mini-cours le premier de chaque mois. Et puis après, il nous restera entre nous les 6 autres demandes à Cédric, voilà, pour poser vos questions classiquement. Parce que pendant ce mini-cours-là, il n'y aura pas on pose les questions un petit peu dans tous les domaines. Là, ce sera vraiment des questions qui concernent le mini-cours en question. Donc, j'ai déjà listé tout un ensemble de choses. Je vais peut-être vous les soumettre directement au sein du forum pour que vous puissiez, entre guillemets, voter, savoir celui que vous voulez voir en premier, en deuxième. Je pense qu'on va malgré tout commencer donc au 1er mars. Et qu'au 1er mars, on va commencer par le courrier. Voilà, je pense que ça pourra servir à tout le monde, comment créer un courrier. Je pense que voilà, même les gens qui savent faire des courriers, sauf si vous êtes vraiment avancé, vous apprendrez des choses sur la mise en page, sur la mise en forme, les tabulations, bien placer les choses, voilà, et faire les choses proprement. Je vous parlerai aussi de l'outil et je vous montrerai comment fonctionne Text Expander, dont j'ai parlé dans une dernière vidéo, qui permet de remplir automatiquement les choses. J'ai commencé à l'utiliser, c'est vraiment fantastique. Donc voilà, c'est à peu près mon idée sur les mini-cours. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler à la fin de ça. Et puis voilà, j'espère que, en tout cas au niveau des retours, ce sera positif pour vous, que vous aurez, que c'est un format qui va vous convenir. Je pense que ça peut être une bonne idée, à la fois d'ouvrir pour que les gens puissent me découvrir et pouvoir éventuellement participer, pour avoir des munitions, comme j'aime le dire, et pouvoir développer, faire plus de choses, parce que j'ai beaucoup d'idées.
Je vous en avais déjà parlé à ce moment-là, mais je vous en avais déjà parlé avant, pardon. Mais voilà, donc l'idée c'est de développer un petit peu comme ça. Donc n'hésitez pas à interagir sur le forum et puis à donner votre avis. Moi je mettrai bientôt la liste et puis voilà, je pense qu'on pourra faire ça donc jusqu'en juin, donc ça fera mars, avril, mai, juin, donc il y aura déjà 4 mini-cours et après on reprendra le rythme en septembre et là on partira sur en théorie, je ne sais pas exactement comment va se passer l'année prochaine, mais en théorie oui, on partira sur 10 mini-cours par an. Voilà. Ensuite, la dernière chose, c'est que j'ai quasiment tout terminé, c'est-à-dire voilà, j'avais des gros morceaux à faire, c'était l'index, la mise à jour de l'index, mais là, j'ai fait ça aujourd'hui, donc ça c'est impeccable. Ça m'a un peu soulagé parce que je vous avoue que j'appréhendais un peu le fait de faire cette mise à jour. Donc ça s'est bien passé et c'est fait. J'ai terminé à 90% la prise en charge des nouveaux utilisateurs qui arrivent sur l'inscription. Donc ça c'est fini à 90%. Donc tout ça pour vous dire que je vais pouvoir commencer la mise en forme du nouveau site internet. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Bon là je suis un peu fatigué, j'espère que ça ira mieux demain. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez arriver dans votre espace membre. Il y aura un bouton pour accéder à l'ancien espace membre parce que je vais rapidement mettre en place le nouveau. Et ça va beaucoup bouger ces prochaines journées, semaines. Pardon, j'espère terminer fin février dans les grandes lignes et finaliser jusqu'à fin mars, mais j'espère que fin février, on aura déjà le nouveau site qui fonctionne à 90%, j'espère. S'il n'y a pas de complications, si je puis dire, et que voilà, on va pouvoir tous s'y faire. Vous allez voir, moi j'ai vraiment hâte vous aviez déjà vu un certain nombre de choses, et j'ai vraiment hâte que tout soit en place, et là, on va vraiment passer à la vitesse supérieure. Allez, c'est tout pour ce soir. Voilà, je savais que 5 minutes ce serait court, 10 minutes. En tout cas, merci d'avoir été présent. Je vais regarder si vous avez mis des retours par rapport à tout ça. Et puis sinon, on aura l'occasion d'en reparler comme je vous le disais. Très bonne idée, Sacha. Mini-cours sur les produits Google. Je ne sais pas si je l'avais noté, j'y avais pensé. Et en effet, c'est une très bonne idée. Je ne l'ai pas noté. Mini-cours sur les produits Google, donc création de l'adresse Google, le Drive, voilà, ça c'est une très bonne idée, le calendrier, la synchronisation des contacts, tout ça, ça c'est vraiment super. Donc voilà, il y a plein d'idées qui vont venir et à mon avis on ne sera pas à court d'idées pour les mini-cours. Ça pourra être aussi un mini-cours sur le montage où je reviendrai sur Movie Maker ou éventuellement sur un autre logiciel et comme ça à la fin de la session, pendant l'heure de questions, ça vous permettra de me poser vos questions. Voilà. Bernadette, très bonne idée les mini-cours, super. Philibert, bonne soirée. C'est la Chandeleur, n'oubliez pas les crêpes, j'en ai déjà mangé hier. J'ai fait mon quota de crêpes hier. Albert, merci. Philibert, j'avais oublié. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, vous, sur les crêpes. En attendant, je vous dis à demain. Demain, on se voit de 16h à 17h. Que je dise pas de bêtises. Aujourd'hui, c'était de 17 à 18. Demain, c'est de 16 à 17. Donc demain, nous serons le vendredi, et oui déjà vendredi 3 février 2017, et donc je vous dis à demain 16h. Merci d'avoir été présent et à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.